Bonjour à toutes et à tous, ou bien tous, oui si on dit tous. Je m'apprête à aller rencontrer Eve de la chaîne YouTube Eve S Philomène. Vous la connaissez très certainement si vous êtes amatrice ou amateur de contenu sur la randonnée. Je la rejoins pour qu'on fasse une randonnée ensemble, mais également pour l'interviewer sur son activité de guide de moyenne montagne. On se retrouve à Grenoble. Eve et moi nous étions déjà rencontrés à Grenoble une première fois en juin, mais nous n'avions rien filmé du tout. Nous nous étions simplement rencontrés pour discuter. Là cette fois-ci je vais filmer. Allez c'est parti, je vous emmène avec moi, je pars de Chambéry et je rejoins Grenoble en TER. Un petit saut dans le temps pour vous dire que déjà je suis en train de terminer de monter la vidéo et donc que si vous voulez aller directement à l'interview d'Eve, c'est possible. J'ai chapitré la vidéo et les chapitres sont indiqués en barre d'infos. Ensuite, l'interview s'est bien passée, c'est juste que un câble de micro m'a lâché et donc que le son est tout à fait correct mais il n'est pas aussi bon que ce que j'aurais aimé qu'il soit. Donc parfois il peut y avoir des petits bruits de frottement de vêtements ou de vent, pas beaucoup, mais quand même je tenais à vous le dire et j'ai ajouté des sous-titres à l'interview pour les personnes qui n'entendraient pas très bien éventuellement. Si Eve et moi avons commencé par l'interview et ensuite terminé par une petite randonnée au-dessus de Grenoble, je vais d'abord insérer les images de la rando. Il y a assez peu d'images comme il pleuvait, mais je vous les montre quand même et l'interview vient après. Je sais pas, on dirait qu'il nous adresse la parole. On n'a rien à manger. Et tu photographies quoi là? Là je filme. Ah tu filmes, pardon. La fleur avec la feuille qui bouge. Oh, bah, t'as bien raison. Elle est pas bien là. Sous notre arbre. Ouais. Bon, je filme avec mon téléphone parce que là avec cette pluie, ma caméra je préfère la ranger. Mais c'est très beau quand même, hein. C'est un temps délicieux. Bon. C'est comme ça. Ah purée, mais oui, on a beau me le répéter que c'est ça qui caractérise les hêtres. Les feuilles qui laissent par terre. Ah. Il n'y a pas de végétation qui pousse dessus. Ah ouais. Putain, moi j'oublie, hein, on a beau me le dire. À chaque fois je fais oh il est beau cet arbre, c'est quoi? Comme ça tu le redécouvres à chaque fois. Oui, remarque, c'est l'ignorance a quelques vertus. Ouais. T'as pas parlé de ton métier de photographe slash vidéaste du monde végétal. Pourtant c'est une autre facette aussi. C'est vrai. Et que j'adore les fleurs. Eh ben t'as bien raison. Moi aussi, mais c'est vrai que je pense moins à les filmer. Cette petite randonnée au-dessus de Grenoble avec Eve s'achève ici. Je vous laisse maintenant avec l'interview, la partie la plus importante de la vidéo finalement. Me voici avec un très très beau point de vue et avec Eve à côté de moi. Donc Eve, écoute déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ainsi que tes différentes activités s'il te plaît? Ok. Eh ben, je m'appelle Eve. J'ai disons 3 activités parallèles. La première, je suis accompagnatrice en moyenne montagne. La deuxième, je suis vidéaste pour ma chaîne YouTube. Et la troisième, je suis écrivaine. En ce moment, j'écris pas beaucoup, mais c'est quand même quelque chose qui sous-tend ma vie. Si tu as toutes ces activités dont tu vas nous parler, il y en a une sur laquelle j'aimerais me concentrer puisque apparemment tu reçois pas mal
pas mal de questions par rapport à ton activité de guide de moyenne montagne. Donc cette vidéo va aussi permettre à donner une réponse détaillée, comme ça que tu pourras envoyer éventuellement aux abonnés qui te posent des questions. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours de vie, d'études? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être guide de moyenne montagne? Au départ, je pensais pas du tout faire un métier dehors. Moi, j'ai fait des études littéraires et d'anglais. Et je me destinais donc à la traduction de l'anglais vers le français littéraire. Donc j'ai fait un master à Avignon et en fait je me suis assez vite rendu compte que je préférais écrire des romans et essayer de les publier, essayer de faire publier ce que j'écrivais moi plutôt que de réécrire dans une autre langue les romans d'autres personnes. Et que c'était pas suffisamment une passion pour que j'en fasse mon métier. Et traductrice c'est quand même un métier assez précaire, donc je me suis dit tant qu'à choisir un métier précaire autant faire ce que j'aime vraiment. Donc j'ai continué à écrire et je suis partie en voyage et quand je suis rentrée en plein confinement, ça m'a permis de terminer un roman que j'avais commencé avant de partir, de le faire relire et donc vraiment de peaufiner le processus d'écriture et ensuite de l'envoyer à plein de maisons d'édition. En parallèle, j'allais de plus en plus dans la nature. J'ai toujours été randonnée beaucoup avec mes parents en famille depuis que je suis toute petite, mais ça restait quelque chose de un peu anecdotique dans ma vie. Et plus je grandissais et plus je me disais mais ça ne peut pas rester anecdotique, j'ai besoin d'y passer de plus en plus de temps. Et j'ai un jour testé le bivouac avec des amis. J'ai pas dormi de la nuit, il faisait très froid, j'étais mal équipée, c'était lourd, mais j'ai adoré et je me suis dit il faut que je puisse partir seule pour pas dépendre d'autres personnes. D'ailleurs, dans mon cercle proche d'amis, plutôt lyonnaises, il y avait pas grand monde qui était beaucoup en montagne. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans le bivouac en solitaire. Et puis tout naturellement, j'ai eu un copain qui faisait de la vidéo, qui m'a montré ça, qui m'a dit en fait pourquoi tu voudrais pas essayer. Et il m'en a tellement parlé que j'ai fini par essayer et j'ai vu que j'aimais bien le montage, que j'aimais bien filmer, que ça me permettait de rester seule tout en ayant un lien avec les personnes qui ensuite allaient visionner mes vidéos. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne YouTube. En parallèle encore, comment j'en suis venue à l'AMM? Je pense que c'est au fur et à mesure des rencontres et j'ai vu que ce métier existait déjà alors qu'au départ je ne savais pas vraiment et j'ai jamais eu affaire, j'ai jamais embauché d'accompagnateur en montagne. C'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est que moi-même j'ai jamais eu recours à ce genre de professionnel pour aller en montagne. C'est un jour en Corse, j'étais en pleine tempête sur le GR20 et je me suis dit je vais passer le concours et je vais essayer de rentrer dans cette formation. C'était vraiment sur un coup de tête. Comme beaucoup de choses, je me dis je me lance et puis j'y vais et on verra si ça marche. Et ça a marché. Voilà, et donc je suis rentrée en formation et là j'ai fini en juillet de l'année dernière. Donc voilà un peu comment tout s'est enchaîné, ces différentes activités et pourquoi j'en suis là maintenant. Trop bien, c'est super intéressant. Et du coup, puisque tu en parles, tu as suivi une formation pour être guide en moyenne montagne, accompagnatrice en moyenne montagne. Est-ce que tu peux nous dire en quoi elle consiste exactement, cette formation, et avec quel organisme tu l'as faite? Oui, alors la formation elle est chapeautée par le CNSNMM. C'est un acronyme que tu peux réussir à dire qu'à la fin de ta formation, parce qu'au début tu n'y arrives pas. Il faut avoir 2 ans. Et donc c'est le Centre national du ski et de la moyenne montagne. C'est basé dans le Jura, à Prémanon, et c'est eux qui organisent toute la formation, mais ça veut pas dire que la formation se passe que dans le Jura. Il y a d'autres points en France. En fait, c'est pas qu'ils sous-traitent, mais elle est déléguée, cette formation, à plusieurs organismes différents, dont par exemple le CREPS. Ça a changé le cursus, donc moi je suis pas au courant des dernières nouveautés. Je sais que maintenant tu peux le passer en 1 année, en très condensé, alors que moi quand je l'ai passé c'était minimum 2 ans. Et je suis arrivée au milieu du changement de cursus, donc j'ai mis un peu moins de 2 ans. C'est composé de plusieurs modules de 2 à 3 semaines, voire 4 peut-être maintenant. Entre-temps, il y a des stages à valider, des stages d'observation et aussi des stages où tu travailles en fait. Chaque module, il faut le valider à la fin. Donc il y a comme une sorte de contrôle continu en fait. Il faut toujours réussir son module pour passer à l'étape suivante, réussir ses stages, les faire valider. Et à la fin, tu as une grande itinérance qui clôt un peu la formation. Tu es censé revoir un peu tout ce que tu as appris au long de cette formation.
Donc ça, c'est assez nouveau aussi. Quelles compétences on te demande d'avoir en tant que guide exactement? Pour commencer la formation, il faut déjà réussir le probatoire. Le probatoire, il est constitué de 2 épreuves différentes. Le premier, c'est un QCM sur la faune, la flore, tout plein d'acronymes barbares sur la chasse, sur la réglementation, sur la sécurité en montagne, plein de choses. Donc on te demande d'avoir déjà un bagage en fait montagne ou d'avoir bien bachoté pour réussir le QCM. Le deuxième volet de l'épreuve, c'est une course d'orientation où il faut aller chercher des balises dans un temps imparti, avec un passage où c'est plus technique, donc il faut savoir bien marcher, poser les pieds. Des passages où c'est plus axé orientation, et donc là, il faut être bon en orientation, en lecture de cartes fines, en utilisation de la boussole, pouvoir encaisser. En général, ça va pas jusqu'à 2000 mètres de dénivelé dans la journée, mais ça peut monter pas mal. Et puis avec beaucoup de kilomètres, et puis ça dépend si tu grenouilles pour trouver les balises, ça rajoute. Et donc je l'ai eu du premier coup, et ce qui est pas si fréquent en fait. C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste que j'avais fait la formation préparatoire avec le CREPS de Voiron, et ça m'avait beaucoup aidé en fait. Si j'avais pas eu cette formation, je pense que je l'aurais pas eu du premier coup. Ça m'avait vraiment bien permis d'apprivoiser la recherche de balises, que j'avais jamais fait, ce genre de choses, d'être bien rigoureuse. Qu'est-ce qui t'a plu en particulier dans cette formation, et est-ce que tu as éventuellement rencontré des difficultés? Alors, ce qui m'a plu, c'est là, en fait, on rencontre énormément de gens pendant la formation, des futurs collègues. Je suis toujours tombée dans des groupes super. Enfin, j'ai rencontré des personnes vraiment intéressantes. Évidemment, c'est un monde un petit peu à part parce qu'on est tous passionnés par la montagne et donc on a plein de choses en commun, forcément. Après, il y a des gens de partout, donc ça, c'est chouette aussi. Et donc, j'aimais bien le fait de rencontrer tout ce monde et puis d'apprendre. Alors. Mais ça, j'y reviendrai après, sur les lacunes que j'ai trouvées. Mais du coup, on apprend des autres. En fait, on est souvent mis en situation comme si on guidait un groupe. En fait, on guide nos futurs collègues. Et chacun a ses méthodes, chacun s'est déjà constitué ses petites anecdotes. Et ça, j'ai trouvé ça très riche, le fait de souvent travailler en groupe, de partager nos expériences. Et par rapport à ça, j'ai bien aimé le fait qu'il y a beaucoup de stages à faire, et notamment les stages d'observation, où on est avec un professionnel qui travaille depuis plusieurs années, ou une professionnelle, et là, ça permet vraiment de voir comment il raconte telle histoire, comment elle s'est appropriée son travail, et de voir, moi, j'aimerais plus faire comme elle, ou plus faire comme lui, et ça, c'est chouette, ça permet vraiment de se donner une direction, parce qu'en fait ce métier il est multiple, tu peux faire ce que tu veux, tu peux travailler avec des personnes en situation de handicap, mais tu peux aussi il y a des profs de maths qui font de la rando mathématique, enfin vraiment tu peux partir dans tout ce qui te passionne et l'incorporer dans un cadre de randonnée de montagne. Donc après c'est à toi de faire ta sauce et de voir ce qui marche. Donc ça, j'aimais bien aussi cette diversité là. J'ai appris plein de choses, mais il m'a aussi manqué, je sais pas, quelque chose de plus de pédagogie, mais pas de la pédagogie traditionnelle qu'on retrouve à l'école, plutôt de la pédagogie, je sais pas, j'ai des amis qui travaillent dans des écoles Steiner et je vois bien qu'elles ont plein de billes pour enseigner des trucs, que ce soit à des enfants ou à des adultes, en passant par le chant, la mise en mouvement du corps. Et ça m'a manqué en fait, ces nouvelles, enfin je sais pas si c'est nouveau, mais d'autres formes de pédagogie en fait. Je trouvais que c'était des fois un peu trop classique, où on restait beaucoup dans une salle de classe à ingurgiter du savoir, et moi, j'ai passé trop de temps sur les bancs de l'école, ça me saoule. J'avais envie de voir autre chose. Et à la fois, il y a pas que ça. Il y a plein de moments où on est vraiment sur le terrain et on apprend beaucoup. Mais ça m'a manqué. J'ai trouvé aussi que, par exemple, on avait un module spécial sur le milieu isolé. Donc plus en mode accès survie et tout. Alors c'est un peu discutable parce que ça aurait pu entrer en option. Il y a plein de gens qui vont travailler avec des enfants en scolaire. Ils ont absolument pas besoin de savoir de recoudre une plaie par exemple. Mais moi ça m'intéressait bien parce que après c'est ce que j'ai envie de faire et de proposer. Ils n'avaient pas invité de personnes vraiment habituées à ce genre de séjour en milieu isolé et tout. Et j'ai regretté en fait qu'ils soient pas allés chercher un spécialiste ou une spécialiste et je trouve que des fois ça reste un peu trop dans l'entre-soi. Oui. On fait travailler les collègues. Je vais me faire détester s'il y a des gens très mal. Écoute, faut dire les choses, faut dire les termes à un moment. Mais j'ai trouvé que des fois ça manquait d'aller chercher des gens un peu à part ou des gens qui sont vraiment spécialistes dans leur domaine. Même si, c'est vrai, j'ai quand même eu des gens qui étaient très précis, qui avaient plein de choses à nous apprendre. Je vais pas cracher sur toute la formation.
Mais voilà, il y a certaines choses qui m'ont manqué quand même. Toi-même, en tant que personne qui est formée, est-ce que tu as eu certains moments des difficultés liées à, je sais pas, certaines activités ou des choses sur lesquelles tu as buté, des obstacles ou pas spécialement? Non, ça s'est fait de manière assez fluide. C'est toujours un peu stressant là de devoir à chaque fois valider ton module. Donc tu retombes dans cette logique de l'école où faut avoir une bonne note. Ça, j'en ai marre, j'ai plus envie de m'infliger. Donc j'arrive déjà à prendre un peu plus de distance que la personne que j'étais à 18 ans. Mais il n'empêche que quand tu viens de passer ton petit écrit sur le milieu enneigé et qu'ils appellent les gens qui ont un peu raté, enfin c'est pas forcément qui ont raté, mais qui ont besoin de clarifier certains points. Mais moi, à l'intérieur de moi, j'avais peur qu'ils m'appellent. Je me disais, mais c'est la honte. Mais alors qu'on s'en fout. Moi, je m'en foutais que les autres, mes amis, soient appelés. Enfin, j'allais jamais les juger. Mais moi, par contre, je me serais jugée. Et j'aimais pas cette façon de faire, d'appeler devant tout le monde. Ah, bah, toi, ça veut dire que t'as raté. Ouais, c'est les trucs un peu à l'ancienne. Ah ouais. Et ça, moi, je supporte plus, quoi. J'aime pas. Et comme je l'ai quand même beaucoup subi dans ma jeunesse, fallait toujours que je sois la meilleure, fallait que j'ai la meilleure note et tout. Mais c'était vraiment un stress que je m'infligeais moi. C'était même pas venu de mes parents. Hein. Et bah là, je l'ai retrouvé un peu. Bah, c'était toujours pas très agréable. Hein. Ouais, ça rappelle pas forcément des très bons souvenirs voilà, de l'enfance, de l'école. Ouais, je pense qu'on peut à peu près toutes et tous s'identifier à ça. Ouais, oui. C'est clair. Donc après ta formation, tu t'es lancée en tant que guide. Donc comment t'es-tu lancée exactement et pour être plus concrète, qu'est-ce qu'il faut faire comme démarche pour se lancer en tant que guide? En fait, on peut commencer à travailler et à lancer sa micro-entreprise, alors même qu'on est encore stagiaire, qu'on a encore le statut de stagiaire. Et là, on est sous convention de stage avec un référent ou une référente qui nous signe cette convention de stage et qui suit un peu ce qu'on fait. Mais ça n'empêche pas de travailler déjà en tant qu'indépendante. Et c'est ce que j'ai fait, moi, le premier été, donc pas celui-là, mais celui d'avant. Avec mon compagnon, on a créé et monté un séjour et on l'a vendu. Et ensuite, on est allé bosser un peu plus conventionnellement, disons, quand on débute, pour des centres de vacances, où là, on était salariés. Donc ça permettait d'avoir du boulot tous les jours, d'être nourri, logé, par exemple. Tu fais un peu comme tu veux, en fait. Il faut juste avoir ce statut de micro-entrepreneur si t'es pas salarié. Pour mon premier séjour en tant qu'indépendante, là, c'est des gens qui sont venus grâce à ma chaîne YouTube. Et en fait, depuis, les gens qui viennent sont quasi la totalité viennent de ma chaîne YouTube ou entendent parler des séjours via ce biais-là ou via Instagram. Mais je pense que c'est plutôt YouTube. Oui, donc c'est comme ça que tu trouves ta clientèle. Voilà. C'est par rapport à ta chaîne, des gens qui viennent soit te démarcher. C'est surtout ça, c'est des gens qui sont abonnés à toi qui viennent te consulter d'abord ou du bouche à oreille, quoi. En gros, c'est ça? Oui, pour l'instant c'est ça. Ou des gens qui voient le catalogue sur le site et puis qui veulent s'inscrire pour telle ou telle chose. Et après, il y a des personnes peut-être qui viennent grâce à l'office de tourisme du Trièves auquel je suis inscrite. Mais c'est assez peu. Il ne rapporte pas beaucoup de clients, cet office de tourisme. Mais dans l'idée, on essaye je dis on parce qu'on travaille du coup ensemble avec mon compagnon, donc il y a plein de choses, plein de tâches qu'on se répartit. Et on essaye de développer ensemble notre activité et de diversifier d'où viennent les gens. Enfin, oui, les différentes sources, oui, voilà. Les différents moyens de trouver de la clientèle, etc. Ça. Et en fait, ça demande un travail de fou, toute cette communication. C'est tout de la partie immergée de l'iceberg. C'est ça en fait, c'est tout ce travail invisible qu'on doit faire pour essayer d'être le plus visible possible et d'avoir un fichier client, on va dire, en termes très concrets, le plus vaste possible pour remplir nos séjours. Et que ce soit rentable d'emmener des gens en montagne. Les horaires, ils sont un peu... je travaille quand je suis à la maison, mais il y a plein de jours où en fait je suis en montagne à ski, par exemple en hiver. Là, je bosse ce week-end prochain pour un igloo, par exemple. Là, c'est une demande particulière, donc c'est du sur-mesure, on va dire. Mais ça, tu sais jamais à l'avance si tu vas avoir telle ou telle demande. Tu sais pas si tes séjours, ils vont se préparer, s'ils vont sortir, s'il y a assez de monde d'inscrites. Mais il n'empêche que tout le travail est fourni à l'avance de repérage, de création de l'itinéraire, de communication. Ça, c'est des heures de travail et elles sont pas forcément ensuite rémunérées puisque ça dépend si le séjour il part ou pas. Donc le fait d'être en indépendante et d'essayer de lancer sa propre structure, c'est très précaire en fait. Alors que si tu bosses pour des structures, par exemple l'été c'est assez facile, l'hiver c'est un peu moins demandé les sorties raquettes donc c'est un peu plus difficile, mais l'été tu peux aller travailler pour des centres de vacances, pour des bureaux des guides et là c'est assez facile de trouver du boulot.
Quoique, on est vraiment de plus en plus nombreuses et du coup, ça peut devenir aussi difficile de faire son trou en fait. Et puis il y a une histoire d'ancienneté aussi là. Cet été, j'ai essayé de bosser pour une agence qui englobe tout un tas d'agences de voyage et qui encadre surtout des tours du Mont Blanc. Et en fait, ils demandent à ce que tu aies déjà une première expérience. C'est un peu comme quand tu cherches du boulot, c'est toujours assez compliqué. Si t'as pas d'expérience parce que tu débutes et en fait tu peux pas commencer à travailler parce que t'as pas d'expérience. Enfin, c'est le chat qui se mord la queue. Non, le serpent qui se mord la queue. Ça marche aussi, ceci dit. Ça marche aussi. Donc faut arriver à faire son trou et souvent ça passe aussi par du remplacement. Par exemple, je pense à des structures comme Explora Project. Eux, on essaye de les joindre depuis qu'on est stagiaire et en fait ils ont déjà leur équipe. Et donc si tu t'as pas un copain ou une copine qui bosse et qui s'est fait mal au genou et que tu remplaces au pied levé ou par du bouche à oreille, bah tu rentres pas dans la structure parce qu'en fait ils sont déjà pleins. Et je pense aussi à Grand Nord, à toutes ces grandes agences de voyage. C'est pareil, là, faut mettre le pied dans la porte et c'est pas forcément facile. Moi, l'idée, vraiment le but au départ, c'était de travailler en indépendante et de proposer mes propres séjours avec du bivouac en particulier parce que j'adore ça. Et que c'est là que ça me permet d'être au plus proche de la nature et d'être au plus proche des gens que j'accompagne parce qu'on est immergés pendant plusieurs jours ensemble et on vit des choses assez fortes et c'est ça que j'aime partager le plus quoi. Mais c'est pas le plus simple pour trouver du boulot. C'est sûr, il y a plein de contraintes auxquelles tu dois faire face en tant qu'indépendante et ça je pense que d'ailleurs tous les métiers indépendants, quels qu'ils soient, peuvent se reconnaître là-dedans, surtout quand on débute, créer une entreprise, c'est pas facile, trouver des clients, des personnes qui veulent travailler avec toi, qui veulent tes services plutôt que les services d'une autre personne. Qu'est-ce qui te démarque par rapport à d'autres guides de moyenne montagne aussi? Quelle formule? Donc j'imagine que vous avez aussi travaillé sur ça avec ton compagnon. Qu'est-ce qui vous démarquerait d'autres guides de moyenne montagne, d'autres entreprises? J'imagine que vous avez beaucoup pensé à ça, quoi. Et bah ouais, on y pense, mais c'est assez difficile au début quand on n'a pas des années de, par exemple, je sais pas, l'ornithologie. Nous, pour l'instant, en fait, quand tu sors de formation, tu touches un petit peu à tout, mais en fait, c'est surtout des portes ouvertes qu'il faut ensuite aller pousser et aller te former, et toi, aller demander à d'autres gens de te former. C'est tellement vaste que aussi il y a la peur de se perdre un peu. Donc moi, ce que je connaissais bien, c'était le bivouac, donc je me suis dit, je vais axer là-dessus. Mais je sais pas si c'est assez ou s'il faut aller creuser et proposer encore quelque chose de très particulier. Faut voir ce qui se fait, faut voir ce que les gens ont envie de faire. C'est un questionnement que j'ai toujours. Est-ce qu'il faut encore plus se spécialiser ou pas? Et du coup, puisqu'on en parle, quel genre de sortie tu proposes? Donc pas mal bivouac, comme tu disais, mais quoi d'autre? C'est un peu quoi la thématique de tes sorties? Ouais. Et alors du coup, ce que je propose le plus là, par exemple cet été, c'est des bivouacs sur 3 jours. C'est de l'itinérance sur 3 jours. Par exemple, la traversée de Chartreuse, de gare à gare. J'aime bien aussi proposer des choses qui sont accessibles en transport en commun. Ça, c'est un truc que j'ai envie de garder. Comme ça permet une souplesse et puis de pas prendre sa voiture. Après, on essaye aussi de proposer du covoiturage, de pas faire trop de voitures individuelles. Donc il y a ça, il y a aussi une itinérance qui est plus simple et qui est là en gîte dans les Monges. Donc ça, c'est un petit massif qui est à l'est de Sisteron, quelque chose d'un peu confidentiel. Et là, c'est pour pouvoir toucher une clientèle un peu plus vaste qui n'a pas forcément envie de porter un gros sac. Il y a le tour du Grand Pinier qui était mon tout premier séjour et qui a un tour très beau, plus alpin, plus haute montagne, en bivouac aussi. Après, il y a ces demandes qui viennent un peu sur mesure. Une demande pour un igloo le week-end prochain. J'avais une demande aussi pour une initiation au bivouac. Et puis après, je vais bosser pour des structures au cours du mois de juillet, août et septembre dans le Buèche. C'est au sud de là où j'habite, au sud du Trièves. Encore de l'itinérance là, mais là en gîte tout confort. Comment tu fixes tes tarifs? Est-ce qu'il y a une grille un petit peu de base sur laquelle tu t'appuies? Alors il n'y a pas de grille officielle, c'est pas encadré, on peut faire ce qu'on veut en fait, mais sauf que il faut pas faire de concurrence déloyale à ses collègues. Et si tu mets des prix trop élevés, tu trouves pas de clients et de clientes non plus. Donc, on se base vraiment sur ce qui se fait. En général, une journée d'accompagnateur, c'est rémunéré à hauteur de 200 à 300 € pour la journée. Puis ça dépend si tu fournis le matériel, si c'est en hiver, s'il y a du bivouac. Donc après, t'as cette fourchette de prix, puis tu ajustes en fonction de tes propres dépenses aussi. Savoir si tu fais beaucoup de route pour aller au lieu de rendez-vous, si c'est juste à côté de chez toi, si c'est sur
plusieurs jours, si c'est à la journée. Mais voilà, cette base-là, entre 200 et 300 €, c'est ce qu'on essaye de respecter pour faire de tort à personne et puis pour essayer de gagner un peu d'argent. Mais il faut savoir que c'est pas énorme parce que, en fait, il y a tous ces frais qu'on peut pas enlever moi, je suis en statut micro-entreprise, enfin auto-entrepreneuse. Et donc, je peux pas enlever tous ces frais. Donc, ça veut dire que de ces 200 € au minimum, je vais devoir enlever la route, le temps pour la com, le temps pour le repérage, la nourriture le jour même, l'usure de l'équipement, enfin tous ces trucs que je pourrais défrayer si j'étais travailleuse indépendante par exemple. Mais là, il faut gagner suffisamment d'argent pour que ce soit rentable et pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut avoir tout ça en tête quand on embauche quelqu'un, c'est que c'est énormément de travail derrière. Et que finalement la rémunération n'est pas si élevée par rapport au travail que ça demande. Tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est que tu réussisses à en vivre correctement par la suite. Croise les doigts. Ouais. D'ailleurs, en fin de vidéo, je le redis, mais je demanderai à Eve de nous redonner bien toutes ses coordonnées, où est-ce qu'on peut trouver, etc. Donc ça va arriver. Et puis sinon, ce sera de toute façon indiqué dans la barre d'infos sous la vidéo, bien sûr. Mais je vais continuer avec mes questions. Puisqu'on parle de tes sorties, etc., est-ce que tu rencontres certaines difficultés dans ton métier? Donc là, tu as parlé un peu des finances, donc là, tu as anticipé cette question-là, mais par exemple, est-ce que tu rencontres des difficultés parfois sur le terrain ou par exemple avec certains profils de clients ou de clientes aussi? Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés de ce type-là? Il y a quand même une notion de sécurité qui est très prenante dans ce métier, c'est-à-dire qu'on est responsable de la sécurité des gens en montagne. Et je trouve que c'est difficile de trouver l'équilibre entre être trop sur le dos des gens parce qu'on a peur de si jamais il leur arrive quelque chose et qu'ils trébuchent et qu'ils se font mal, que ça nous retombe dessus. En fait, pendant la formation, on met beaucoup l'accent sur la responsabilité. Pas faire de gaffe, comment se protéger quand on fait le contrat et tout ça. Et ça, je trouve que c'est difficile, ce thème-là. Enfin, j'aime pas, en fait. Ça m'intéresse pas trop, ce côté ultra sécuritaire, mais qui est très représentatif de notre société, Donc, tout doit être le plus sécure possible. Sauf que la montagne, c'est un milieu qui est mouvant, qui peut être dangereux parfois, qui demande beaucoup d'adaptation. Donc, on peut jamais tout prévoir à l'avance. Après, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'avoir vraiment reconnu l'endroit, mais des fois c'est pas possible parce que en fait on n'a pas le temps. Donc il faut être très adaptable, savoir bien lire la carte, tout ça. Donc il y a ce côté vraiment responsabilité qui demande beaucoup d'énergie et qui des fois c'est pour ça que je préfère aussi travailler en petits groupes, c'est parce que j'ai moins de cette responsabilité. Si j'ai un groupe de 4, elle est divisée en 4. Si j'ai un groupe de 20, comme ça m'est arrivé pour par exemple un centre de vacances, j'ai l'impression moi d'être coupée en 20 personnes en fait, parce que je dois vérifier que tout va bien chez ces 20 personnes. Après c'est quelque chose qui aussi vient avec l'expérience, plus on encadre des gens et plus on est à l'aise et plus on sait repérer tous les détails. Donc c'est aussi parce que je débute que ça me prend beaucoup d'énergie. Mais bon, c'est comme ça aussi dans chaque métier où tu es en relation avec des gens. Donc après c'est de la gestion de personnes et donc c'est de l'humain. Et là ça peut être compliqué, surtout sur plusieurs jours et tout. Nos formateurs et nos formatrices, ils nous ont raconté plein d'anecdotes, de trucs comme ça, les choses les pires qui se leur sont arrivées. Des groupes qui se scindent avec des questions d'autorité, des trucs un peu catastrophiques. Et évidemment, ils vont pas te raconter tout ce qui s'est bien passé. Enfin, ça peut, mais donc j'ai ça en tête et je me dis que c'est vraiment aussi important d'aller faire de la communication, de se former en communication non violente, par exemple, quand on a un gros groupe sur un tour du Mont Blanc avec des gens qui sont là juste pour cocher la case tour du Mont Blanc, par exemple. Je me dis que là, c'est pas forcément des gens qui viennent pour toi, qui viennent pour ce que tu as enseigné. Donc là, ça peut être difficile à gérer. Et je me dis, c'est là où avoir des billes pour comment gérer ça, ça peut être important. Mais pour l'instant, j'ai pas eu à gérer ça parce que c'était des gens qui venaient via ma chaîne YouTube en grande majorité et qui me connaissaient déjà. Et j'ai l'impression que ça simplifie grandement les choses parce qu'en fait, a priori, on va bien s'entendre. Enfin, eux, moi je les connais pas, mais eux et elles, ils me connaissent. Donc pour l'instant, ça simplifie beaucoup et j'aime bien ça. C'est très confortable de travailler avec des gens qui te suivent déjà, qui aiment bien comment tu fonctionnes. Donc ça facilite. Mais
quand je travaille en dehors de ces situations-là, là, faut s'adapter à chacun. Les gens qui râlent parce que c'est trop court, c'est trop long, c'est pas ce qu'ils voulaient, il fait trop froid, il fait trop chaud. Quels aspects tu préfères dans ton métier, dans ton activité de guide, et quels sont les aspects que t'aimes moins? Je fais l'inverse, mais parce que je viens d'en parler, de l'aspect sécuritaire. Responsabilité que je trouve le plus pesant, et sinon à l'inverse le fait de transmettre ma passion pour le dehors, pour la nature, pour la montagne, de transmettre cet émerveillement pour les petites choses, un peu ce que je fais dans mes vidéos, mais là c'est en vrai en fait, donc le contact avec les personnes en direct, ça c'est quand même très chouette. Bon, à la journée ça le fait un peu moins parce que ça s'étale moins dans le temps, mais le fait quand tu pars en bivouac avec les gens, là t'as plus de temps pour t'immerger, et le fait juste d'être dehors en fait, c'est incroyable dans ce métier. Donc même en fait à la demi-journée je me disais ça quand j'étais en train de faire une rando que j'avais déjà faite et tout, mais je me disais mais c'est quand même trop chouette, je suis dehors, on est à 2500 mètres d'altitude, il fait beau. Bon, même quand il pleut en fait, t'es quand même content d'être là. Ce qui fait le plus plaisir, c'est quand les gens ils sont aussi émerveillés que toi en fait, et que tu sens que ce que tu leur racontes, ça leur fait plaisir, et puis qu'ils savaient pas. Ou même il y a aussi des gens qui savent beaucoup, d'ailleurs qui savent mieux que moi parce que ça fait des années qu'ils étudient un truc et qui t'apportent des choses, et ça aussi ça peut être sous forme d'échange en fait, c'est pas descendant, donc ça c'est aussi agréable. As-tu une anecdote particulière à nous raconter par rapport à ton activité, quelque chose qui te vient comme ça? Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, depuis que j'étais accompagnatrice en montagne, je marchais beaucoup moins. Ce qui est quand même un comble. Non, mais parce qu'en fait, je prenais beaucoup plus le temps pour aller marcher, pour aller bivouaquer. Et l'été, par exemple, parce que ça s'y prête beaucoup. Et là, depuis quelques années, depuis que j'ai lancé mon activité, l'été, c'est là où je bosse, en fait. Et donc je marche quand même beaucoup avec les gens, mais je marche beaucoup moins pour moi en fait. Et puis j'ai commencé le ski de rando, donc je passe aussi beaucoup de temps sur les skis, notamment en hiver, au lieu d'aller marcher. Donc voilà, j'aimerais bien pour les prochaines années trouver un équilibre pour quand même continuer à faire un truc vraiment que j'aime profondément, c'est l'itinérance avec bivouac, mais me garder du temps pour le faire aussi personnellement parce que ça m'apporte beaucoup, et donc de jongler avec ça, avec le fait que l'été c'est la période la plus facile pour trouver du boulot, et en même temps c'est la période la plus agréable pour aller bivouaquer et marcher, faire de la randonnée au court, et donc pour pas mettre de côté complètement cette passion que j'ai. Et puis continuer à faire de la vidéo aussi. Il y a cet équilibre donc à trouver. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'une qui souhaiterait devenir guide de moyenne montagne? Ne pas trop se faire d'illusions. Je dis ça parce que moi j'en avais des illusions. Je pensais que de mes 3 métiers, de vidéaste, écrivaine et puis ensuite accompagnatrice, celui-ci serait le plus facile en fait. Celui qui serait le plus rémunérateur le plus facilement. En fait, c'est pas le cas parce que j'ai décidé de me lancer plutôt en indépendante. Et en fait, du coup, c'est aussi précaire que mes autres métiers. Donc, de pas se lancer bille en tête. Enfin, et pourquoi pas après se lancer bille en tête et un peu redescendre sur terre plus tard. C'est pas grave. Ça permet de passer la formation dans une sorte d'entrain, parce que c'est quand même, faut s'accrocher, la formation c'est un peu long, donc faut bien rester motivé. Si t'es à moitié motivé et que t'y crois déjà pas, bon, c'est quand même compliqué, mais comme tout, hein. À la fois ne pas se faire trop de hauts espoirs, enfin c'est quand même un métier qui, à mon sens, reste précaire. Peut-être qu'il y a plein d'autres accompagnateurs qui diront le contraire, mais j'en connais pas tant. Et puis de se dire aussi que c'est souvent un métier qu'on fait à côté d'autres choses. La plupart d'entre nous, c'est comme ça, c'est qu'on a plein de métiers différents, et puis ça jongle, et puis c'est un métier que t'aimes faire pendant un temps, mais en fait, comme plein d'autres choses maintenant, c'est qu'on fait plus carrière pendant 50 ans dans la même chose. Donc ça demande beaucoup d'adaptation, et finalement le métier il peut s'adapter à plein de moments différents. C'est comme tu dis, de pas idéaliser. Oui, c'est ça en fait. En fait, je reçois beaucoup de demandes sur les réseaux, et notamment il y avait une personne, ça m'avait fait rire, mais en même temps je comprends, c'était quelqu'un qui avait femme, enfant, qui voulait pouvoir quand même pourvoir aux besoins de sa famille, mais qui se disait je vais faire accompagnateur en montagne. Est-ce que ça va me permettre de rester suffisamment pourvoyeur de moyens à ma famille? Je lui ai dit non. Et puis en plus, il habitait loin des montagnes. Enfin, lui, pour le coup, il avait une vision complètement idéalisée du métier, quoi. Il se disait je vais pouvoir faire ça, ça va être simple. Oui. Et en fait, pas du tout. Enfin, il y a des chances que, en fait, au départ,
il galère, et puis que ça va pas du tout être comme son ancien métier d'ingénieur, tu vois. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, avoir ça en tête, et en même temps, c'est un trop beau métier, et en fait, dans un sens, tant mieux s'il y a plein de gens qui veulent faire ce métier et qui préfèrent ne pas engraisser, je sais pas, le grand capital. On voit pas de quoi tu parles. donc tant mieux, ça veut dire que la société, peut-être qu'il y a une partie qui va dans le bon sens, enfin, qui a envie d'être plus dehors, qui a envie d'avoir un travail qui a du sens, et donc c'est chouette. Et après, on va voir comment tout ça se goupille et comment on arrive tous à travailler ensemble et à avoir chacun sa place, sa particularité. Ça peut marcher très bien. Tu as parlé de tes différents métiers, donc en plus, bon, pour si vous ne le savez pas encore, Eve est aussi créatrice de contenu, mais je pense que vous le savez, que vous suivez également sa chaîne pour la plupart d'entre vous qui êtes abonnés à ma chaîne. Sinon, allez vous abonner. Mais en plus de ça, donc tu l'as mentionné et on va s'attarder un petit peu plus, tu es aussi autrice et tu as récemment publié un roman. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, le roman s'appelle Comme une fougère. Il est paru aux éditions Le Ver à Soie en juin 2024, donc c'est assez récent. Ça se passe dans 100 ans, en France, dans une France recouverte de forêts, où vit Raphaël. Elle vit avec son père un peu reclus dans la forêt, connaît que cet environnement très très nature. Un jour où elle récolte des orties, elle rencontre une jeune femme qui a l'air complètement perdue et qui en fait elle a fui Paris. Et Paris, c'est une capitale-état totalitaire très technologique qui survit comme elle peut. Et normalement, on n'est pas censé trop en sortir. Et en fait, Léa, elle a fui Paris. Et elle s'est retrouvée dans cette forêt complètement perdue. Elle avait jamais vu un arbre de sa vie parce qu'il n'y a plus que des hologrammes. Et donc c'est la rencontre entre ces deux jeunes femmes qui lancent l'histoire du roman. Et en fait, c'est deux mondes aussi très très différents. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose qui va les rapprocher et que ensuite, voilà, chacune d'entre elles va trouver à se déployer durant leur vie, durant le roman. Voilà. Oh, super, ça donne envie en tout cas de le lire. Je vais l'acheter. N'hésitez pas à l'acheter également. Pas sur Amazon. Non, de toute façon, il est pas disponible sur Amazon. Eh ben voilà, comme ça, vous pouvez pas l'acheter sur Amazon, donc c'est encore mieux. Ouais. Et dans l'idée, t'aimerais écrire d'autres romans d'ailleurs, ou autre chose d'ailleurs que des romans, c'est pas obligé. Enfin, d'autres choses quoi. Ouais, et bon, alors j'ai écrit plusieurs romans depuis que je suis jeune adolescente, 13 ans, que j'ai commencé, mais là c'est le premier que je publie, et là il y en a un deuxième qui est en cours d'écriture. J'avoue qu'avec la montagne qui est tellement prenante, tellement comme une drogue en ce moment, que j'ai du mal à vraiment me poser à ne faire qu'écrire. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à écrire parce que je m'ennuyais au collège. C'est un bon remède à l'ennui. Et du coup, je retrouve plus cet ennui-là parce que il y a tellement de choses à faire, à découvrir en montagne que voilà, j'ai plus le temps. Mais j'essaye de m'y tenir quand même un peu en pointillé pour l'instant. Donc là, j'en ai un sur le feu, et après, je me dis que l'année prochaine, suite à mon expédition à Laponie, j'aimerais bien écrire un récit de voyage et donc le proposer à une maison d'édition. Donc voilà, ça pourrait être deux projets. Comme j'ai toujours plusieurs projets sur le feu, je continue dans cette direction-là. Bah oui, pourquoi pas, finalement, la vie elle est courte. Hein. Ouais, c'est ça. Trop bien. C'est super que tu nous aies présenté tes différents métiers, et bien sûr, surtout ton métier de guide de moyenne montagne, mais aussi d'autrice. On peut être multiples casquettes, hein. C'est pas parce qu'on est des créatrices, créateurs de contenu sur YouTube et autres qu'on ne fait rien d'autre à côté. Généralement, on fait autre chose à côté, puisque c'est très rare qu'on vive entièrement que de YouTube. Hein. Voilà. À moins d'avoir des millions d'abonnés, mais voilà, ou des sponsors qui te payent énormément d'argent. Puisqu'on parle de YouTube, réseaux sociaux, etc., où est-ce qu'on peut te retrouver sur différents réseaux sociaux, site internet peut-être, dis-nous un peu. Vous pouvez me retrouver pour mes activités de vidéos sur ma chaîne Eve S Philomène sur YouTube. Avec le même nom, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez toujours aller voir mon compte Patreon, et puis ça vous permet de voir les vidéos sans pub, ce qui est quand même assez intéressant, sans passer par le service sans pub de YouTube. Voilà. Et pour mes activités d'accompagnatrice en montagne, le site c'est Alizane Montagne, donc ALIZANE-montagne.fr. Donc là, vous pourrez retrouver tout le catalogue des séjours que je propose, que mon compagnon propose aussi. Et puis, passez par l'email pour nous envoyer vos demandes de séjours sur mesure, par exemple. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose? Ouais, je voulais te remercier. Merci. Merci beaucoup pour cette interview.
tes questions intéressantes. Ça me permet moi aussi d'avoir un recul sur ce que je fais. Et je trouve que c'est toujours intéressant de se poser de temps en temps, puis de réfléchir à ce qu'on fait et juste pas de continuer sur la lancée sans se poser de questions. Des fois, c'est bien d'être dans l'action et en même temps, des fois, c'est bien de prendre un peu de hauteur et de voir de ce qu'on fait, comment ça se goupille, ce qu'on peut améliorer. Et ça fait... Et d'être questionné, ça permet cette ouverture. Donc merci à toi. Merci beaucoup à toi aussi d'avoir accepté que je t'interviewe et puis de m'emmener dans ce beau cadre et de faire cette petite rando avec toi. C'est trop chouette et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des vidéos ensemble, quelles qu'elles soient, ou autre chose que des vidéos d'ailleurs. Voilà. On a plein de projets. Mais en tout cas, merci énormément et vraiment n'hésitez pas à aller voir son contenu sur YouTube et autres, à acheter son livre. Enfin, c'est super intéressant ce qu'elle propose. Merci encore. Merci à toi. Voilà, j'espère que cette interview avec Eve vous a plu. N'hésitez pas à suivre son travail. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et si vous le pouvez et le souhaitez, il est possible de m'aider financièrement pour tout le contenu que je produis sur internet, soit via ma page Patreon, soit directement via ma chaîne YouTube. Tout est indiqué en barre d'infos sous la vidéo. Et merci à celles et ceux qui me soutiennent déjà, c'est extrêmement précieux. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!